Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour parler aujourd'hui, pour vous présenter le Corpus Vitrearum. Un nom peut-être un petit peu étrange, un nom latin, et vous verrez le pourquoi de son choix tout à l'heure, qui désigne cette organisation internationale qui se situe véritablement au cœur de la recherche sur le vitrail. Donc, c'est un peu ces méthodes et les résultats de nos travaux, en tout cas sur le principe, que je voudrais vous présenter ici très, très rapidement aujourd'hui. Donc, voilà, le Corpus Vitrearum est né en 1952. C'est une organisation internationale et il est né à un moment tout à fait particulier de l'histoire et de l'histoire de la recherche tout spécialement. En effet, nous nous situons en 1952, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, une époque au cours de laquelle les cathédrales avaient été dépouillées de leurs vitraux à titre préventif. En effet, au cours de la Seconde Guerre mondiale, tirant les leçons de la première, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, donc les différents pays belligérants avaient procédé à la dépose massive de leurs vitraux classés monuments historiques, de leurs vitraux anciens. Ce qui donne cet aspect si particulier que nous voyons ici sur cette diapositive, par exemple, entre autres, de la cathédrale de Troyes, ici comme un squelette dépouillé de sa parure de vitraux. Image qui nous montre toute l'importance, évidemment, du vitrail dans l'architecture et du vitrail aussi pour l'architecture, bien sûr. Mais cette dépose préventive, si elle a eu un usage important et très, très, très indispensable pour le sauvetage des vitraux, a aussi permis la naissance de la connaissance du vitrail. Et auparavant, certes, des historiens avaient travaillé, on cite pour la France en particulier les pionniers, Jean Lafon, Marcel Aubert, en particulier Émile Malle aussi auparavant, mais c'est véritablement à partir de la dépose des vitraux que l'on a pu travailler, étudier ces œuvres difficiles à observer, les avoir en main, les avoir en atelier, et ces circonstances, évidemment, ont été, pour les historiens de l'art, extrêmement favorables. Ces circonstances ont aussi permis en particulier de fabriquer des fonds photographiques qui manquaient cruellement auparavant. Auparavant, si la recherche sur le vitrail n'avait pas connu le développement qu'il aurait pu avoir par rapport aux autres arts, c'est qu'en fait, on ne disposait que de très peu de clichés. Et là, à l'occasion des déposes, des clichés au 10e en atelier, avant et après restauration, ont été réalisés. Ici, je donne l'exemple de la Sainte-Chapelle de Vincennes, des clichés au 10e qui sont devenus très vite un instrument de travail tout à fait incontournable et qui, aujourd'hui, comptent encore beaucoup pour la recherche, car ils sont pour nous, évidemment, des références de l'État, maintenant d'un État qui est déjà parfois un petit peu ancien. Et donc, ces documents sont consultables à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Charenton-le-Pont, et j'insiste beaucoup sur l'importance pour le développement de la recherche. Donc, comme je vous l'annonçais, je vais présenter notre organisation internationale. Eh bien, sa naissance, qui sont les promoteurs de cette organisation. Eh bien, j'ai placé le principal au centre de cette diapositive, Hans Robert Handloser, le chercheur suisse, un nom qui est familier aux historiens de l'art parce que il est lui-même le fils de très célèbres collectionneurs qui est ami de Matisse, de Vallotton et d'autres artistes qui ont rassemblé une collection très importante et qui lui-même, donc historien de l'art, a été l'un des initiateurs de l'entreprise qu'il a présentée en 1952 au colloque international d'histoire de l'art d'Amsterdam. Marcel Aubert pour la France était le relais indispensable. Et donc vous voyez avec les logos qui se trouvent en dessous des portraits de ces fondateurs, vous trouvez le Comité international d'histoire de l'art, évidemment ce sont nos patronages, l'Union académique internationale, et puis à droite le logo du Corpus Vitrearum. Et bien très vite, et c'est vraiment, je pense, c'est véritablement une prouesse, en tout cas c'est oublier les phénomènes de la guerre, ou plutôt en tirer parti et réunir les principaux historiens de l'art qui pouvaient être intéressés par le vitrail, que les initiateurs du Corpus Vitrearum ont réussi à produire. En effet, très vite, le Corpus Vitrearum a réuni une douzaine de pays d'Europe auxquels ont été associés très vite le Canada et les États-Unis. Donc aujourd'hui, le Corpus Vitrearum rassemble 14 nationalités qui travaillent ensemble.
Alors, très vite, et c'est toujours le cas aujourd'hui, dès ses débuts, donc, le corpus vitrearum s'est fixé pour double objectif. D'une part, la connaissance des vitraux, la connaissance par l'étude, et la conservation des vitraux qui va tout à fait de pair avec la connaissance. Je vous invite, pour avoir plus de détails sur ce sujet, évidemment, à consulter le site du Comité international du Corpus Vitrearum, dont vous avez là l'adresse. Et puis, une petite explication, un petit commentaire à propos du logo qui a été choisi pour le Corpus Vitrearum. C'est l'un des griffons des vitraux de l'abbatiale de Saint-Denis, des vitraux donc, de l'abbé Suger, dont nous a parlé tout à l'heure si abondamment Sophie Lagabrielle. Et donc la connaissance, je vois que ce n'est pas le même logiciel que j'ai utilisé et qui affiche mes images. Donc elles sont un tout petit peu décalées, c'est vraiment dommage. Un petit problème de compatibilité. Donc la connaissance, pour nous, elle passe avant tout par les publications suivant des directives internationales, les Richtlinien, que les Allemands en particulier ont contribué à établir et à développer, à imposer. Le but, donc, tout simplement, c'est la publication exhaustive du patrimoine vitré antérieur à la Révolution, antérieur à 1800 pour nos collègues qui ne sont pas français, et selon une présentation des ouvrages tout à fait similaire selon les pays, avec un format malheureusement pas simple, 24-31-5, et une couverture bleue en toile avec des lettres d'or. Alors, ce qui est important aussi, vraiment, pour le corpus vitrearum, c'est que ces questions d'études et de conservation liées dès le départ ont produit très, très vite à des études et des directives internationales qui ont elles aussi fondé la déontologie de la conservation et de la restauration. En effet, parallèlement au comité qui réunit les historiens d'art, s'est réuni également un comité scientifique international pour la conservation des vitraux. Donc vous avez ici la page web qui vous montre Claudine Loisel au travail. Et véritablement, ce sont ces directives qui ont été éditées qui servent de référence aujourd'hui pour la conservation et la restauration des vitraux. Alors, pour être d'actualité, j'ai placé tout à fait à gauche, en ukrainien, les recommandations qui ont été diffusées très, très récemment pour essayer de contribuer au sauvetage des vitraux, des rares vitraux, mais des vitraux quand même conservés en Ukraine. Et puis, le manuel de référence que l'on trouve évidemment sur le site web du LRMH, le manuel de conservation et de restauration, réalisé sous la direction d'Isabelle Palot-Frossard en 2006. Alors, mais venons maintenant plus spécifiquement à la France. Le comité français du Corpus Vitrearum, qui œuvre dans le pays du monde le plus riche en vitraux, comment se situe-t-il, comment travaille-t-il, comment fonctionne-t-il? Eh bien, là aussi, je vous présente des sites web auxquels vous pourrez vous faire référence, vous pouvez regarder pour plus d'informations. En fait, le comité français du Corpus Vitrearum est relié au comité français d'histoire de l'art, et sur son site, vous pouvez observer un certain nombre d'informations. En particulier, vous trouverez la liste des publications, la liste des 30 membres qui sont rattachés au comité français du Corpus Vitrearum. Donc, un site intéressant. Et puis, évidemment, il faut bien le dire, la toute petite équipe qui œuvre en France pour la connaissance et la recherche sur le vitrail en matière côté histoire de l'art. La toute petite, oui, trois chercheurs, en fait, un ingénieur de recherche, deux conservateurs du patrimoine, rien à côté des 24 chercheurs, documentalistes, photographes qui œuvrent en Allemagne pour un corpus bien moindre. Eh bien, ces 3 chercheurs sont abrités aujourd'hui au centre André Chastel, et je vous invite là aussi à regarder, consulter la page qui est consacrée à la recherche sur le vitrail sur le site André Chastel. Alors, les travaux scientifiques du comité français du Corpus Vitrearum et des autres comités internationaux eh bien, se manifestent essentiellement par des publications. Les publications, donc, selon les directives que j'ai déjà présentées tout à l'heure. 3 séries de publications sont développées depuis l'origine. La première consistait en des publications monographiques.
C'est la publication la plus lourde, mais toujours, dans tous les cas, quelles que soient ces publications, fondées sur une approche technique et une approche critique des vitraux, que vous trouvez systématiquement. Donc voici les publications de la série Monographie, publiée par le Corpus Vitrearum depuis ses débuts. Mais Louis Grodecki avait lancé dans les années 70 une série études, une série plus thématique qui était dédiée, qui est toujours dédiée à des questions plus précises, à des questions plus thématiques donc, ou à des études régionales, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a, c'est aussi un des points forts évidemment, le recensement des vitraux anciens de la France. Donc vous voyez ici la liste de publications, et là nous pouvons être très fiers au Comité français du Corpus Vitrearum, car cette approche donc d'inventaire des vitraux, inventaire systématique des vitraux antérieurs à la Révolution vient de s'achever en 2021. C'est en effet un résultat tout à fait majeur de la connaissance et de la conservation du patrimoine. Conservation par la connaissance, puisque tout est documenté, tout est photographié. Et puis, bien sûr, les bénéfices sont très importants pour nous, pour les chercheurs, pour ceux qui utiliseront ces outils, de pouvoir disposer de tout, et pour nous, chercheurs, d'avoir finalement tout vu. Donc le recensement des vitraux de l'ancien de la France contient, je l'ai déjà un petit peu annoncé, des notices pour chacun des vitraux recensés, mais aussi des premières synthèses sur le patrimoine de chacune des régions. Et véritablement, parce que c'est un outil qui est à disposition de tous, et j'invite chacun de vous à venir les consulter, à les exploiter, quelle que soit évidemment son approche. Alors, cet achèvement, évidemment, du recensement des vitraux anciens de la France, cet événement qui n'est pas négligeable, puisque, il faut bien le dire, les inventaires thématiques qui ont pu être achevés en France et dans le monde ne sont pas si nombreux que cela, a fait l'objet en 2021 d'une publication dans la revue de l'art, un numéro spécial qui a été dédié au vitrail, et qui, tout en faisant un point sur la question, sur le projet recensement, ouvre évidemment, veut montrer dans tous les domaines de la recherche sur le vitrail, quelles peuvent être les conséquences, les bénéfices surtout. Et par exemple, on a parlé tout à l'heure beaucoup du vitrail de la transfiguration de Châlons. Eh bien, il y a un article de Karine Boulanger et de Sylvie Balcon dans ce vitrail que j'avais l'honneur de préempter en vente publique à l'époque. Mais alors bien sûr, dans ces innombrables possibilités qu'ouvre la recherche sur le vitrail à partir des données maintenant accumulées, eh bien, on peut penser, et c'est les diapositives que j'ai placées ici qui veulent l'illustrer, on peut penser à une réflexion sur la répartition à la fois temporelle et géographique du patrimoine de vitraux. Tout à l'heure, Anne-Claire Garbe a parlé de l'Aube, de la richesse de l'Aube, mais celles de la Seine-Maritime ou celles de l'Eure que vous avez ici présentées sont tout aussi importantes. Et en revanche, dans d'autres régions, en Auvergne, comme c'est le cas ici, on cherche à expliquer la façon, le pourquoi du moins de beaucoup plus petit nombre de vitraux qui sont conservés. Et donc, dans le midi de la France, en particulier ici, avec cette carte qui vous montre les vitraux conservés en Languedoc-Roussillon, il faut souvent réfléchir en creux et penser avant tout aux destructions qui sont intervenues. Pourquoi n'y a-t-il pas aucun vitraux à Montpellier? Pourquoi n'y a-t-il rien à Nîmes? Pourquoi à Mende n'y a-t-il que des souvenirs de vitraux? Mais simplement parce que les protestants ont été très longtemps présents dans ces villes et que tous les vitraux médiévaux ont évidemment disparu à cette occasion-là. Les travaux scientifiques du Comité français du Corpus Vitrearum, évidemment, j'en ai parlé via bien sûr les publications, mais je voudrais maintenant entrer plus précisément dans la façon dont nous œuvrons au quotidien. Et là, cette diapositive sur laquelle je vais rebondir pour expliquer deux mots un peu contradictoires. Sommes-nous des scientifiques, des historiens de l'art? Sommes-nous seulement des experts? Et cette ambiguïté, souvent, nous nuit et nous pose véritablement problème, comme vous allez ensuite vous en rendre compte. Et pose problème peut-être pour le positionnement de la recherche sur le vitrail dans le monde de l'histoire de l'art de façon plus générale. Mais comme nous sommes très étroitement liés, en tout cas moi-même et ma collègue Elisabeth Pillet,
au monde de la culture, eh bien, nous avons vocation, c'est notre métier, à suivre des chantiers de restauration et à apporter notre expertise comme aide scientifique à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. Et ceci, qui existe depuis le début du Corpus Vitrearum, a enfin été officialisé par la publication, alignée sur celle du LRMH, d'un protocole de saisine des chercheurs spécialistes du vitrail qui nous permet maintenant de suivre les chantiers de façon beaucoup plus normale, beaucoup plus naturelle. Et bien sûr, vous imaginez bien, n'en serez en tout cas pas surpris, l'expertise de la petite équipe Vitrail a été tout récemment sollicitée en lien avec le groupe Vert qui travaille sur le chantier Notre-Dame dirigé par Claudine Loisel. Notre expertise nous a permis de développer notre étude critique, une reprise de l'étude critique des vitraux des Trois Roses de Notre-Dame de Paris. Vous nous voyez ici à l'œuvre sur le chantier. Évidemment, une étude critique à l'œil devant des vitraux qui sont pas très propres, l'étude, mais qui permet d'avancer et qui permet d'apporter des éléments utiles au chantier en particulier, qui permet de guider mieux le travail de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre avec lesquels nous sommes en lien courant. Je voudrais maintenant, évidemment, rentrer un peu plus dans le détail et vous montrer un peu quelles sont nos méthodes, tout simplement, au quotidien en particulier, quand nous avons la chance de pouvoir travailler en atelier, dans les ateliers de peintres verriers, avec lesquels nous entretenons des échanges suivis et toujours absolument passionnants. Je prends un exemple, l'exemple de la Sainte-Chapelle de Riom, que j'avais eu la chance de pouvoir étudier il y a quelques années. Alors bien sûr, nous arrivons sur un chantier comme ça, en atelier, bien armé avec la bibliographie, avec les sources, etc. Ici, vous le voyez sur cette diapositive, avec les relevés, les calques avant restauration réalisés en 1855 par Étienne Thévenot, donc un document extrêmement précieux. Et le résultat le plus tangible, le résultat le plus connu de nos interventions, eh bien, ce sont les études critiques. Ce qu'on appelle l'étude critique, c'est-à-dire la présentation de façon graphique, de façon schématique, des observations que nous pouvons faire, qui permettent de distinguer d'une part en blanc, en clair, ce qui est authentique, en vert les restaurations anciennes, en orange les restaurations 19e, en violet les bouches-trous, en bleu les restaurations plus modernes. Donc une cartographie qui permet d'un seul coup d'œil, si vous voulez, de savoir si ce qui est authentique, sur quoi un historien de l'art peut appuyer sa recherche, son étude de façon solide. Nous créons ce sont les fondements de la recherche qui sont établis de cette façon-là. Mais pour en arriver là, alors bien sûr, je ne vais pas vous détailler tous les éléments de notre observation, de nos critères d'observation, mais quelques-uns rapidement, parce que, évidemment, à chaque fois, tout repose sur des critères différents selon les édifices. Mais par exemple, quels sont les repères immédiats? Regardez, le verre, évidemment. Voici, dans la Sainte-Chapelle de Riom, les verres soufflés, la trace de verre soufflé en plateau. Nous voyons très très bien ici les cernes concentriques tout à fait évidents sur la face externe des verres. Nous voyons aussi, nous regardons les plombs, et c'est tout à fait intéressant. Ici, il y a une partie dans les ajours supérieurs de la Sainte-Chapelle, des plombs d'origine, des plombs qui n'ont pas été étirés ni laminés. Ce sont des plombs au rabot qui sont intéressants parce qu'ils nous montrent que les mises en plomb au XVe et XVIe siècle n'avaient rien à voir avec les mises en plomb que nous avons aujourd'hui. Ce sont des profilés de 4-5 mm très légers qui donnent un aspect très différent au vitrail. L'observation, évidemment, des altérations et de tous les signes que nous pouvons observer avec tout ce qu'elles apportent sur l'histoire du vitrail. Et puis, évidemment, notre œil nous amène à regarder et à distinguer les parties de peinture anciennes et les parties restaurées. Vous voyez, évidemment, d'un côté, la partie originale, et de l'autre côté, une copie, une assez belle copie du XXe siècle d'un original qui de loin passe extrêmement bien, mais évidemment qui de près ne passe pas trop. Mais vous voyez, avec cette image, je place évidemment ici à dessin cette icône très, très connue de l'histoire du vitrail, incontournable en tout cas, et on voit que l'étude critique qui avait été réalisée à l'époque par Claudine Nautier nous montre, est peut-être extrêmement perturbante et extrêmement essentielle.
parce que ce vitrail qui a échappé donc à l'incendie de 1194, eh bien, ma foi, n'est pas tellement un vitrail, n'est pas plus beaucoup un vitrail du XIIe siècle. La tête date de 1924, Félix Gaudin, et le reste est essentiellement un vitrail du XIIIe siècle, dont la tête du Christ. En blanc seulement, une partie de la silhouette de la Vierge reste. Donc vous voyez, l'intérêt de l'étude critique, ce n'est pas seulement un constat, c'est aussi la fondation complète d'études d'histoire de l'art et qui apporte des éléments, en l'occurrence des éléments tout à fait décisifs à ce sujet très connu. Les travaux, maintenant, un autre aspect des travaux scientifiques du comité français, c'est ce qui relève véritablement de l'histoire de l'art. Mais cette histoire de l'art, nous la pratiquons de façon tout à fait spécifique. C'est-à-dire, nous ne choisissons pas a priori des problématiques qui pourraient être issues de notre intellect, tout simplement, ou d'une théorie quelconque. Ces problématiques que nous développons, elles partent exclusivement des œuvres elles-mêmes. Et donc, elles commencent toujours par une approche matérielle et technique. Et pour illustrer cette approche, je voudrais justement évoquer très rapidement l'exemple des vers dits vénitiens de la Rose ouest de la Sainte-Chapelle, que nous avons pu étudier en atelier lors de sa restauration en 2014-2015. Je replace devant vous la photographie du groupe qui avait été réuni à l'époque de l'IDEX Convergence Sorbonne Université, qui réunissait un grand nombre de partenaires dont plusieurs sont ici pas loin, et qui montre la façon interdisciplinaire que nous essayons de développer entre historiens de l'art, entre les gestionnaires du monument, les architectes en chef des monuments historiques, le LRMH, évidemment, le C2RMF pour les analyses, l'Université Pierre et Marie Curie, et bien sûr les peintres verriers qui nous accueillent. Et donc, lors de cette observation en atelier, c'est vraiment la phase, disons la phase identifiée. Identifier dans des conditions évidemment extrêmement favorables, identifier ces matériaux tout à fait particuliers que l'on trouve développés dans le vitrail de façon très ponctuelle entre 1470 et 1550. En premier aspect, des choses simplement identifiées, observées en atelier. C'est une première étape toute simple. Et puis ensuite, bien sûr, localiser ces éléments de verre très particuliers qui, on le remarque tout de suite, ne sont pas disposés dans toute la rose et pas dans n'importe quelle partie de la rose. Je ne peux pas analyser ici, je renvoie à l'article de la Revue de l'Art dans lequel vous trouverez tous les éléments, la Revue de l'Art dont j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr. Mais bien sûr, ensuite, c'est l'intervention de nos collègues scientifiques, avec l'idée de caractériser ces différents matériaux. Et vous voyez ici les techniques qui ont été utilisées. Vous retrouvez le portable de Myrtille Huneau en particulier, qui a été présenté tout à l'heure, Aglaé, etc. Tous les éléments dont Mme Lagalloisier vous a parlé déjà tout à l'heure et qui ont été extrêmement importants pour caractériser ces vers, y compris ces vers dits vénitiens. Et puis, avec Claudine Loisel, notre petite équipe, notre volonté était aussi de savoir un petit peu plus sur ces verres, savoir en particulier comment ils pouvaient être fabriqués. Comme il n'y a pas de traité sur cette question-là, avant Georges Bontemps au XIXe siècle, eh bien, il s'agissait surtout de faire de l'archéologie expérimentale et de comprendre à l'aide du savoir-faire d'un verrier qui a l'habitude de ce genre d'opération, Alain Guillot, savoir comment on pouvait réaliser ces verres aspergés ou ces verres à filets colorés à la façon de la Sainte-Chapelle. Eh bien, ça a été fait au mois de juin dernier, et vous voyez ici Alain Guillot au travail, un des résultats qui montre, alors je ne peux pas détailler toutes les étapes évidemment, mais qui montre en particulier que les plus beaux verres à filets colorés ne pouvaient être fabriqués qu'en manchon. Alors, bien sûr, c'est une étape. Maintenant, interviennent véritablement l'analyse, l'interprétation, après les questions purement techniques, après les questions technologiques. Eh bien, voilà une réflexion des historiens de l'art sur la façon dont l'usage a été fait de ces verres, tout particulièrement dans les vitraux de la Sainte-Chapelle, à partir de cet exemple toujours. Eh bien, il est évident qu'il s'agit d'un marqueur visuel extrêmement fort. C'est, comme peut le faire aussi la gravure sur verre, un instrument de ce que
Louis Grodecki appelait la poétique du vitrail, c'est-à-dire la force tout à fait particulière que le vitrail a d'attirer l'œil, d'attirer l'attention sur des éléments tout à fait particuliers, tout à fait spécifiques de l'iconographie traitée dans cette rose. Donc je le rappelle, c'est l'Apocalypse. Donc un lien tout à fait déterminant, un lien discriminant avec l'iconographie a pu être précisé, a pu être confirmé, suivant ce qu'avait déjà ouvert comme voie Michel Pastoureau dans son ouvrage L'étoffe du diable, pour désigner les réprouvés. Mais ici, tout spécialement dans le vitrail que je vous présente, avec le personnage à gauche qui tire la langue, tout à fait en lien avec l'illustration du texte de l'Apocalypse que vous pouvez trouver affiché sur la diapositive. Les gens se mordaient la langue de douleur et ils blasphémaient le Dieu du ciel sous le coup de leur douleur et de leurs ulcères, au lieu de se regarder et de se repentir de leurs agissements. Mais donc, comme quoi le matériau, finalement, un matériau est complètement au service de l'iconographie. Et ce type de matériau, évidemment, ne peut intervenir qu'en matière de vitrail, avec cette particularité, avec cette poétique que je viens d'évoquer, et qui est tout à fait une des spécificités de notre discipline, de notre domaine de recherche. Eh bien, pour finir cet exposé, je crois que je suis à peu près dans les temps. Quelle place pour le vitrail dans l'histoire de l'art? C'est une question qui est tout à fait redondante pour nous, qui est en permanence une quête, si vous voulez, une quête d'identité presque. Pourquoi ai-je placé face à face la vue d'ensemble de la Rose Ouest de la Sainte-Chapelle et le très petit livre d'heures de la reine Anne de Bretagne? Bien, tout simplement pour montrer que si, a priori, le cartonnier de la Rose Ouest de la Sainte-Chapelle, eh bien, le maître des très petites heures d'Anne de Bretagne, peut-être Jean d'Ypres, eh bien, en fait, il est quand même trop facile de dire que le vitrail est la transcription de la peinture sur le verre, même à cette époque de la fin du Moyen-Âge. Le vitrail, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui se présente à l'échelle monumentale et qui, évidemment, travaille avec la lumière et n'est pas posé sur le parchemin. Donc, ce n'est pas sans soulever, je répète, des questions de fond qu'il ne faut jamais vraiment oublier et qu'il faut peut-être rappeler pour conclure. Le vitrail, donc, est fait de verre traversé par la lumière, vibrant par la lumière. Il ne peut donc, je le répète, pas être simplement considéré comme une forme particulière de la peinture. C'est autre chose. Le vitrail est une clôture liée à son support architectural. Tout ça, c'est tout à fait évident. Mais on l'a vu avec la première diapositive de la cathédrale de Troyes, celui-ci lui doit sa lumière et une partie de sa signification. On vient de le revoir avec l'usage des verres à filets colorés. C'est une œuvre monumentale liée à un espace, donc il ne peut pas non plus être considéré comme un objet. C'est donc toute la difficulté qu'a évoquée tout à l'heure Anne-Claire Garbe à propos de la Cité du vitrail. Comment présenter le vitrail? Et il est vrai que tous nos efforts, les efforts de plusieurs décennies du corpus vitraeum n'ont peut-être pas porté tous leurs fruits. Si le vitrail est aujourd'hui peu enseigné, il est enseigné dans le cadre des arts décoratifs. Dans les musées, il se trouve généralement dans les départements des objets d'art. Il est un art, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous encore, dans l'inconscient collectif, il est un art religieux entièrement soumis à l'architecture, ce qui évidemment n'est pas non plus exact. Pour nous, le vitrail est un art en soi et il n'a pas fini de parler et de nous parler. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. En fait, j'ai deux questions, voire peut-être même trois. Quand vous parlez de vitraux anciens, quelle est la période de référence exacte? Parce qu'avant, c'était en fait le corpus vitraeum du Moyen-Âge. Et du coup, donc, quid des vitraux du XXe siècle? Recensement, inventaire, etc. Et pareil, est-ce que vous faites un corpus pour les vitraux civils?
Alors, il y a plusieurs questions. J'avais répondu en partie à la première en indiquant que notre champ d'études correspond aux vitraux antérieurs à la Révolution française, donc ce sont les vitraux du Moyen-Âge et de l'époque moderne, même s'il est vrai, au début, le Corpus Vitrearum s'est appelé Corpus Vitrearum Medii et s'arrêtait effectivement, mais pour limite chronologique, le tout début du XVIe siècle, en fait, pour nos collègues allemands en particulier, il s'arrêtait avec le développement de la Réforme. Mais ce découpage, évidemment, était largement dépassé, ne pouvait pas convenir, en particulier pour nous, tout simplement, ni pour les Pays-Bas, ni pour, je sais pas, ni pour la Belgique et d'autres pays. Donc, ce cadre a été, bien sûr, dépassé. Alors, autre question, les vitraux civils. Alors, les vitraux civils, c'est un très très beau sujet que nous avons déjà traité, enfin, nous avons essayé d'aborder, en tout cas, lors du colloque du Corpus Vitrearum en 2016, à Troyes, justement. Eh bien, oui, les vitraux civils anciens, donc antérieurs à la Révolution, nous les trouvons rarement dans les édifices à leur place d'origine, mais beaucoup à l'église et au musée, suivant la formule de Jean Lafont, justement. Donc, effectivement, nous prêtons une attention très grande au vitrail civil qui, j'en suis tout à fait persuadé, a occupé une place très importante dans l'activité des peintres verriers très tôt au Moyen-Âge. Et Sophie Lagabriel l'a remarqué tout à l'heure, a montré beaucoup de rondelles, justement, cette forme la plus développée du vitrail civil qui est tout à fait importante. Alors, ensuite, l'autre élément de la question, c'était les vitraux du 19e et du 20e siècle. Alors, il est tout à fait évident que le nombre des vitraux du 19e et du 20e siècle est exponentiel. Et donc, il n'est absolument pas concevable pour une toute petite équipe comme la nôtre d'envisager un travail aussi complet, aussi développé que celui que nous avons fait sur les vitraux antérieurs à la Révolution. Et en fait, ce qui se passe pour la recherche sur ces périodes-là aujourd'hui, c'est plusieurs choses. C'est d'abord beaucoup de travaux universitaires, beaucoup d'inventaires suivis d'une part je pense par des organismes type inventaire général, qui fait beaucoup de choses, en particulier je pense à la région Centre-Val de Loire, entre autres. Et puis d'autre part, il y a beaucoup de particuliers qui font des inventaires qu'on trouve sur Internet et qui montrent tout à fait bien que les organismes institutionnels tels que le ministère de la Culture et nous-mêmes au Centre Chastel, on est complètement dépassés. En revanche, ce que nous menons à bien, c'est une vieille opération qui est en train, la personne qui s'en occupe est dans la salle, est en train de revivre, c'est le répertoire des peintres verriers des 19e et 20e siècles. En effet, depuis le début de notre entreprise recensement, mes collègues et moi-même, nous relevons autant que possible tout ce que nous pouvons trouver comme éléments pour le vitrail 19e et 20e. Nous accumulons pour faire un répertoire nominatif des peintres verriers 19e et 20e qui était en ligne un temps sur la base Palissy et qui va renaître sur POP, totalement renouvelé grâce aux recherches en cours, aux compilations et aux vérifications très, très, très nombreuses, très importantes qui sont menées actuellement et qui sera là aussi un outil, je pense, extrêmement utile pour la recherche sur le 19e et 20e. Mais je le reconnais, nous ne pouvons pas faire plus.